je vais juste peut-être situer ma parole par rapport à ce qui a été dit. Moi, je veux dire, à titre anecdotique, ma généalogie, fait par ma mère, remonte aux premiers parents en 1468 à Marseille, venant d'Italie. Donc on pourrait dire que mes racines sont totalement méditerranéennes et peut-être voire grecques. Mais je me suis intéressé à la Méditerranée. Non, attendez, je vais le faire parce que je sais à peu près ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc je me suis intéressé à la Méditerranée par un concours de circonstances en rejoignant une école donc qui est au remède management sur un problème de différenciation et de positionnement stratégique d'un groupe qui voulait développer une école, une business school au niveau international, puisque notre ambition est d'être parmi les grandes écoles internationales. Et la réflexion a porté un double niveau, en quoi consiste la différenciation et quelles sont les opportunités au sens premier du terme que peut offrir cet espace géographique, politique, culturel et social. Donc pour nous, c'était dès le départ un modèle d'ouverture, l'Euro-Méditerranée. Et je dis Euro-Méditerranée plutôt que Méditerranée d'ailleurs. Cette différenciation, c'était de dire, il faut répondre à des défis, donc ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, les enjeux politiques, les enjeux de coopération, etc. Et pour répondre à ça, l'Euro-Méditerranée, cet espace-là, est un espace d'apprentissage emblématique et significatif. Parce que on a un concentré des défis de développement pour les entreprises, de développement politique, comme ça a été dit par Mme Schmitt à l'instant, et que ça peut nous permettre de nous donner une légitimité, nous différencier. Donc la logique était clairement entrepreneuriale et de stratégie de groupe. Alors en même temps, ce que j'aime bien dans la Méditerranée, c'est le livre de François Gipoulou, qui est sorti en 2009, qui est La Méditerranée asiatique. Donc être au milieu des terres, ce n'est pas s'enfermer ici, mais c'est bien aussi penser l'ailleurs. Et l'intérêt du bouquin de Gipoulou, il y a aussi un dossier, les enjeux des Échos, qui parlait de l'océan Indien, cette autre Méditerranée. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est dans cette métaphore méditerranéenne, dans l'heuristique qu'elle sous-tend, et avec des caractéristiques particulières qui sont, vous le lisez, des contrôles des routes, une commerce d'entrepôt, une économie formelle prospère, les acteurs sont les villes, une autre échelle pour comprendre les phénomènes économiques. Et ça, c'était quelque chose de crucial pour nous. Puisque nous sommes une école de commerce, puisqu'on forme des jeunes qui vont être des responsables d'entreprise pour des entreprises, l'enjeu, c'était aussi de leur donner une lecture du monde qui leur permette d'apporter un plus différenciateur au niveau de leur formation aux entreprises qui les recruteraient. Et la première lecture qu'on apprend en stratégie, en tout cas qui est la mienne, c'est que sans vision, il n'y a pas de court terme. Et il y a une vision, une stratégie, une tactique et la mise en œuvre opérationnelle. Et ça, cette Méditerranée est une clé de lecture des enjeux du monde, qu'on peut décliner à la fois sur le plan politique, comme vient d'être fait, sur le plan culturel, sur le plan social. Et à mon domaine, puisque j'ai une formation plutôt en finance, je me suis beaucoup intéressé aux petites entreprises. Alors plutôt que je dis PME par facilité de langage, je devrais dire les entreprises non cotées. Parce qu'en fait, en France, il y a 3500 entreprises cotées pour 2 200 000 entreprises en tout. Donc vous voyez, l'enjeu qu'il y a, et c'est partout pareil, 95% des entreprises dans le monde ont moins de 10 salariés, donc quel que soit l'endroit, quel que soit les pays, même aux États-Unis. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement des entreprises. Et l'entreprise au sens du verbe entreprendre une balade, entreprendre une ascension, entreprendre une entreprise, c'est la capacité à lever des enjeux, à faire face à ces enjeux-là. Pourquoi ? Parce que ce matin, quand je suis arrivé, j'ai pas pu être là plus tôt et je le regrette bien, mais quand on a parlé de la société civile, le premier lieu d'action de la société civile, pour moi, c'est le lieu de l'entrepreneuriat. Alors non pas l'idéologie entrepreneuriale néoclassique, le chef d'entreprise, le capital, le travail, etc. C'est la capacité à identifier un espace d'action pertinent, et cet espace d'action pertinent devant être sous-tendu par une vision et une stratégie. Autrement dit, ce qui m'a intéressé dans l'école et dans le projet que j'ai rejoint Marseille, c'est cette vision-là, cette capacité à mettre en œuvre. Et la deuxième chose qui est, les deux choses suivantes qui sont importantes pour moi, c'est la finance, qui est un outil d'intermédiation par définition. On est dans une économie qui est de plus en plus financiarisée, ce n'est pas un gros mot ni un regret, c'est simplement que pour accéder à des biens de base, les populations sont de plus en plus obligées de la monnayer. Le marché du troc d'antan ne fonctionne plus, et comme je disais à mes élèves cette semaine, même le marché de troc sous-entendait quand même qu'on soit d'accord d'échanger le pot contre la vache. Si on n'est pas d'accord pour l'échanger, il n'y a pas d'échange. Donc la monnaie est un facilitateur, parce que si je ne suis pas d'accord pour échanger le pot contre la vache, et si je peux vendre mon pot et avoir de la monnaie, je peux acheter ma vache, je peux payer un instituteur, je peux avoir accès à la protection sociale, etc., etc. Donc la finance, il faut la comprendre, il faut se l'approprier. L'enjeu,
c'est qu'il faut effectivement, pour s'approprier la comprendre, de la formation. Et cette formation est absolument déterminante. Je prends toujours l'exemple des choses qui me sidèrent sur la Méditerranée et le Maghreb en particulier. C'est les politiques de modernisation des systèmes financiers et bancaires. Les investissements qui sont faits dans les banques sur le Maghreb et le Mashrek, la modernisation bancaire est absolument impressionnante. Et je compare toujours ça à vouloir financer une Ferrari et la faire marcher sur un rallye en Norvège, en Suède, enfin bref, avoir un véhicule qui n'est absolument pas adapté au terrain. À quoi ça sert d'avoir un système financier extrêmement moderne, un système bancaire extrêmement modernisé, si les populations n'y ont pas accès? N'y ont pas accès simplement parce que le niveau de formation n'est pas suffisant pour s'approprier les outils et les règles du jeu communes. Et en fait, on le voit bien, la CNUSED le dit, les rapports de l'IPMED le disent bien, c'est que la modernisation des marchés financiers et des systèmes bancaires, ils sont plutôt des systèmes de captage de l'épargne locale pour la redéployer au niveau international, et pas du tout un outil de captage de l'épargne mondiale pour la réallouer à des projets locaux, pour les raisons que vous avez évoquées en particulier, mais à mon avis pas seulement. Donc en tant qu'école, et puis en tant, je vais dire, qu'être humain, sans faire de grand lyrisme, pour reprendre votre expression ce matin, je pense que l'un des enjeux cruciaux pour répondre aux défis démographiques et aux défis sociétaux, c'est effectivement non seulement la diffusion des savoirs et des connaissances, mais la capacité des populations à s'approprier ces savoirs et ces connaissances. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit mettre comme outil, qu'est-ce qu'on doit développer comme outil, qu'est-ce qu'on doit penser comme pédagogie pour permettre cette accessibilité-là. Alors, le deuxième, pour rebondir toujours sur la Méditerranée, j'aime bien pour reprendre ces expressions de Gipoulou, donc fondamentalement, ce n'est pas un espace clos. Il est au milieu des terres, et quand on reprend effectivement l'étymologie du terme, la Méditerranée, c'était plutôt même le bosquet au milieu d'un champ. Et quand on parle d'un bosquet au milieu d'un champ, on s'enferme pas dans le bosquet, on voit au-delà du bosquet, on voit les horizons. Fondamentalement, la Méditerranée doit être vue de cette manière-là, parce que sinon on ne le comprend pas, les Chinois l'ont très bien vu. Je ne sais pas quel est le projet politique des Chinois, effectivement, quoique si, c'est acheter des terres arables en Afrique pour assurer leur propre autonomie agricole, c'est 2, pénétrer les marchés à forte valeur ajoutée, dans les filières textiles en particulier pour commencer, parce qu'ils ont bien compris que les lignes comme Zara se font sur du court terme et que pour être près des pays à fort pouvoir d'achat, il faut être près de la demande. Et donc, effectivement, il faut pénétrer la Tunisie, il faut être au Maroc, il faut racheter les fabricants pour cette proximité-là. Donc la visée politique, elle est vraiment l'empire du milieu, cette vision impériale de l'histoire de la Chine, que permet justement, je veux dire, d'analyser fort justement Gipoulou dans sa conclusion, parce que quand il parle de Méditerranée asiatique, son objectif, c'est de nous donner les clés, c'est de nous proposer des clés de lecture de la stratégie du monde asiatique et de son développement et de ses enjeux. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est espace multiplicateur et ces modèles institutionnels. C'est-à-dire que il faut que les initiatives partent de la société civile, et j'y reviendrai, mais à un moment donné, il faut que le consensus social, politique soit arrêté. Et ça doit être porté par des institutions. Je fais un aparté que je n'avais pas intégré dedans, mais pour vous dire ce que j'entends là, c'est que quand on regarde l'émergence de la pensée libérale, et je vous invite réellement à lire Qu'est-ce que le libéralisme de Catherine Audard. Non pas que c'est pas du tout mon corpus théorique et philosophique, mais il est extrêmement intéressant de comprendre comment une pensée, une idéologie au sens que donne Ricoeur, c'est-à-dire un système de pensée qui va permettre de valider un système de pouvoir, naît. Et quand Locke, Hume, Hobbes et les autres naissent, c'est à un moment donné sur l'affirmation de l'individualité, de la personnalité humaine face à la monarchie de droit divin. Donc c'est à la fois contre l'ordre divin et l'ordre des hommes. Donc cette émergence de l'affirmation de la liberté individuelle, il faut la prendre vraiment pour ce qu'elle est, si on veut éviter de tomber dans une opposition modèle anglo-saxon, modèle non anglo-saxon, ce que je partage par ailleurs après dans la gestion et en finance en particulier. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de donner la capacité à des populations, à des jeunes en particulier pour ce qui nous concerne, de s'approprier leur liberté. Et ça passe fondamentalement, par la formation. Ça passe par la formation et ça passe par la finance. Et je fais bondir toujours mes collègues à l'école ou ailleurs en disant que, mis à part la finance, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, il n'y a rien d'autre qui est important. Parce que les fonctions RH, je suis désolé de le dire, sont au service de l'optimisation de la valeur des entreprises, qu'il n'y a qu'un leader, et c'est pas le grand leader Maximo, mais c'est la création de valeur actionnariale, c'est-à-dire toutes les organisations, et même les vôtres, et après on pourra en discuter, même les vôtres, le système hospitalier, a un objectif,
sociétale, systémique, au sens qui est expliqué ce matin, de permettre la maximisation de la création de valeur actionnariale. Et là, il y a des hypothèses épistémologiques et ontologiques extrêmement fortes, puisque l'hypothèse qui sous-tend tout ça, c'est que par l'allocation optimale des ressources, on atteindra tous le bien-être collectif. La somme des bonheurs individuels fait le bien-être collectif. Si je dis ça comme ça, tout le monde peut bondir en disant c'est pas vrai, parce que l'addition des bonheurs individuels, on ne sait pas trop d'abord ce que c'est, et en même temps, il n'est pas sûr que la somme de nos bonheurs donne un bonheur collectif. Ceci étant, c'est ce modèle-là qui a une extrême puissance en finance, et qui sous-tend les stratégies financières, qui sous-tend l'expression des bulles. Et par rapport aux crises financières, il ne faudrait surtout pas oublier, je vous invite à aller voir la bande-annonce de Wall Street 2. Il y a un petit passage où il y a le jeune qui dit à Michael Douglas, mais attention les crises, qu'est-ce qu'on va perdre? Et Michael Douglas qui lui dit en rigolant, non, la bonne question à poser, c'est qui va gagner? Et ça, on pose toujours les pertes, et pour qu'il y ait des pertes, il faut qu'il y en ait qui aient gagné. Et cet enjeu de compréhension de cette dynamique sociale et de cette pression de la création de valeur actionnariale est absolument déterminante à comprendre, en lien justement avec la naissance du libéralisme au XVIIe siècle, XVIe et XVIIe siècle. Je dis ça parce que si on n'est pas capable de se réapproprier cette interpellation théorique, on aura énormément de mal à effectivement poser le débat où il doit être posé, qui est un débat idéologique au sens de Ricoeur, dans idéologie et utopie, c'est définir les valeurs qui font qu'on peut vivre et travailler ensemble et qui légitiment un système de pouvoir. Parce que pouvoir, c'est pas seulement la répression, c'est aussi le pouvoir d'agir, le pouvoir de mobiliser. Et Ricoeur ajoute, et l'utopie c'est quoi? C'est une autre manière d'envisager le pouvoir. Donc l'enjeu auquel on est confronté, c'est d'inventer l'idéologie du demain, ce n'est pas autre chose que de dégager des utopies. Et si on veut commencer au niveau le plus opérationnel possible, l'enjeu auquel je suis confronté en tant que responsable de formation et de coordinateur de notre action au niveau de l'Euroméditerranée, c'est effectivement de définir le socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour permettre cette appropriation-là. Donc ça impacte les outils pédagogiques, ça impacte le type de partenariat qu'on va développer, ça impacte aussi le type d'investissement qu'on veut développer et les régions dans lesquelles on peut s'implanter. Et l'enjeu et le très gros problème, et on pourrait même dire pour la France et les pays développés, c'est que cet espace, sa réalité, c'est un espace de très petites entreprises. Et quand je dis très petites entreprises artisanales, c'est des entreprises d'une personne, c'est l'auto-emploi en fait en général, et surtout qui sont immergées dans l'économie informelle. Alors une fois qu'on a passé la drogue, la prostitution et le trafic des armes, il y a toute l'autre économie informelle. C'est celle qu'on voit quand on va sur le marché, les marchés à Yaoundé ou à Accra, où on voit ces gamins qui vendent du Nike, des bics, des porte-téléphones, etc. Et je suis toujours sidéré quand dans des réunions un peu de type OCDE, PME, il manque un esprit entrepreneurial en Afrique. J'ai envie de dire, tu parles, il n'y a que de ça. Évidemment, c'est de l'entrepreneuriat de survie. Mais c'est de l'entrepreneuriat. La grande, au sens d'entreprendre, c'est-à-dire alors, contraint ou choisi, c'est une autre chose. Mais de toute façon, c'est un entrepreneuriat, c'est la capacité du type qui est capable d'aller faire la face nord des Grandes Jorasses, ou le type qui est capable de traverser l'Atlantique à la rame parce qu'il a envie. C'est cette énergie-là. L'enjeu, c'est comment faire comprendre à ces populations-là qu'à un moment donné, il va falloir mutualiser leurs ressources et leurs moyens au-delà de la sphère familiale, au-delà de la communauté habituelle. Et c'est le débat qui avait été abordé ce matin que j'ai pris au vol, c'est comment recréer des communautés de solidarité et de mutualisation qui ne soient pas des communautarismes, c'est-à-dire des enfermements dans un mythe de l'Éden passé qui va permettre de résoudre les problèmes. Ça passe par la formation, et ça passe aussi sur la capacité à faire émerger un sens commun. Et je pense que le sens commun, on aura d'autant plus de chances de le faire émerger qu'on sera au plus proche des populations avec les acteurs locaux, société civile, associations, ONG, entreprises, plutôt que par des initiatives macroéconomiques qui, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, butent après sur à la fois les enjeux politiques et à la fois sur les démultiplicateurs opérationnels qui vont permettre aux populations de s'y connaître, parce que je suis sûr qu'au Maroc où on est implanté, si je leur parle de l'UPM, au mieux ils rigolent, quoi, s'ils connaissent. Donc tout notre enjeu, et la finance est un outil de mutualisation, c'est de faire accepter à un moment donné des systèmes de mutualisation qui vont être différents que les systèmes traditionnels. Ça veut dire être capable de s'approprier la finance, ça veut dire être capable de s'approprier les outils assurantiels, ça veut dire être capable de comprendre que quand on parle de santé, on parle de prélèvement sur la valeur ajoutée, de prélèvement obligatoire.
que tous ici que vous êtes, et moi y compris, j'ai tendance à l'oublier, nous vivons des prélèvements obligatoires au sens large, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de prélèvement sur le résultat du travail et sur les revenus qui sont dégagés par cette activité-là, nos structures, nos organisations n'existeraient pas, ne fonctionnent pas, et à partir de là, ça signifie qu'on déqualifie par nos pratiques le fondement même des principes de solidarité et de mutualisation si on n'y est pas attentif, et qu'on ne peut pas s'étonner que les gens refusent l'augmentation des prélèvements obligatoires ou des impôts si en contrepartie il y a une perte de sens sur pourquoi faire et comment on le fait, comment je le comprends. Et comme chez nous on a l'avantage de l'inertie historique et des crispations historiques, ça retourne encore, l'enjeu dans des pays en développement ou des pays émergents, c'est de leur faire comprendre qu'il est plus intéressant de mutualiser de manière formelle des moyens à travers des systèmes assurantiels de solidarité ou des coopératives, peu importe, que de se retourner vers les systèmes religieux et communautaristes qui vont effectivement dégager de la solidarité, dégager de la mutualisation, mais en même temps, de manière très réactionnaire au sens étymologique du terme. Donc, c'est ce que j'ai dit, et ça nécessite effectivement de la formation, je ne vais pas m'y attarder. D'un point de vue des entreprises et d'un point de vue de l'organisme d'un organisme de formation, on a il y a un défi qui se décline en 3 temps. C'est la capacité à accompagner les entreprises et leurs projets. Et accompagner les entreprises, c'est pas de la technique, de faire du business plan, c'est aussi d'être capable de développer des outils de protection sociale, de mutualisation et assurantielle. Comment implanter des dispensaires, comment les financer autrement que par la perfusion extérieure d'actions de l'ONU ou d'autres structures internationales. Comment effectivement structurer. Moi j'ai une anecdote là-dessus. C'était au Cameroun, c'est le succès des tontines. Les tontines, c'est un système de microcrédit qui consiste à se mettre, pour simplifier et caricaturer, autour du feu, décider quel est le projet qui est le plus pertinent. Chacun met au pot et 1 semaine, 15 jours, 3 semaines après, la personne qui a bénéficié du revenu revient et rembourse ce qu'ils lui ont prêté. Je fais simple. Le système a eu un tel succès, d'abord historiquement et puis relativement récemment, succès qui, en contrepartie, dénote bien que tout le système bancaire moderne, la modernisation des systèmes financiers ont totalement failli par rapport à ces enjeux-là, qu'il a été nécessaire à un moment donné de mutualiser ces ressources-là, victimes du succès. Donc on a tenté de créer une coopérative financière pour collecter les fonds. Le problème, c'est que la coopérative financière, c'est pas le soir autour du feu où on se raconte une histoire. C'est que le problème, c'est qu'un chèque, c'est pas la valise ou le portefeuille de billets qu'on repart en palpant et en sachant le lendemain ce qu'on va pouvoir faire. Eh bien, à partir de ce moment-là, dans ces régions dans lesquelles pourtant cette organisation fonctionnait, il y a eu une faillite totale du système de solidarité, parce que l'outil institutionnel qui a été mis en place avec du conseil extérieur, pays développés, que ce soit l'Allemagne avec ses actions ou en France l'AFD, etc., je dirais, n'a pas pris en compte cette dimension d'acculturation et n'a pas compris quel était le sens sous-jacent à ces pratiques de ces personnes. Et c'est la distribution du crédit qui est au cœur. Et je rappelle toujours que le crédit, il a 2 sens. C'est le crédit financier, c'est le crédit je fais confiance à quelqu'un. Et cette confiance est une construction. Et cette construction, elle se base sur quoi? Sur de l'information qu'on peut partager. Le problème de la théorie néoclassique et de la théorie libérale en général, c'est qu'on parle toujours de l'information comme si c'était un stock dans lequel il fallait aller puiser. Le problème, c'est que l'information, c'est pas un stock dans lequel on va puiser et qui préexiste. Il ne préexiste pas à la conscience, contrairement à la matière. L'information, elle n'existe que s'il y a des personnes qui sont posées des questions et qui ont travaillé ensemble pour répondre à ces questions-là. Et c'est le résultat de cette réflexion, c'est le résultat de ce questionnement qui fait qu'il y a de l'information qu'on peut ou ne pas partager. Donc cette construction-là, elle est déterminante, parce que ça veut dire quoi, produire de l'information en commun? Ça veut dire quoi, être capable d'échanger pour construire? On n'a pas intérêt à échanger. Même stratégiquement en entreprise, en innovation, on dit bien aux acteurs, attention, quand vous allez innover, vous allez vous créer de la concurrence. Quand Apple a contesté le pouvoir d'IBM dans les années 70 en lançant le Mac, il contestait IBM qui était le leader mondial à l'époque. La chose qu'a fait Apple, c'est pas tellement d'avoir réussi à lancer le Mac, c'est d'avoir créé l'industrie de la micro-informatique. Donc au moment où il croyait se différencier d'un principal concurrent et d'ouvrir un marché, il a créé un marché pour tous les autres qui l'ont copié et qui l'ont suivi. Donc pourquoi produire une information si c'est pour être copié? D'où, à quoi sert d'avoir de l'information en commun et comment peut-on la produire, comment peut-on la partager et surtout comment peut-on construire en France?
Bon, ça je vous l'ai dit, c'est qu'à défaut de cette information socialement institutionnellement construite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les banques vont collecter effectivement l'épargne locale, parce que les inégalités de revenus sont telles qu'il y a effectivement du potentiel de marge à réaliser, pour proposer à cette épargne de se réallouer sur des projets, sur les marchés internationaux, sur les marchés financiers. Je ferai juste un aparté là, on parle beaucoup de la Grèce et de ses erreurs de gestion et de ses magouilles. N'oubliez pas quand même qu'elle a été conseillée par Goldman Sachs, qui a été quand même à l'origine, qui est partie prenante de la crise des subprimes, donc je veux bien qu'on tape sur les Grecs. Et enfin, Goldman Sachs, c'est les premiers aussi qui s'en sont sortis et qui se sont vantés d'ailleurs d'avoir fait des opérations financières juteuses en conseillant de cette manière-là la Grèce. Donc c'est, il faut remettre en perspective les choses, c'est pas les Grecs qui avaient des problèmes, je crois que c'est notre système en tant que tel. Je vous l'ai dit, donc je vais passer sur ce problème-là de la création du crédit dans sa double acceptation de confiance et de prêt, sur la modernisation de la capacité d'accès des entreprises, parce que je voudrais aborder, je veux dire, un problème qui me paraît... d'abord vous donner une expérience de comment moi je tente à comment nous tentons de répondre à ces enjeux-là, comment on valorise, comment on évite de s'enfermer dans le communautarisme, comment on va être capable de répondre à la réalité socio-économique. Parce que nous, on a ouvert un campus à Marrakech, qui est un campus avec le premier diplôme international reconnu par le gouvernement marocain. Le problème, c'est que les jeunes que l'on recrute, y compris en Afrique subsaharienne, leur seul rêve, leur premier rêve, c'est de partir ailleurs. Donc, y compris si on veut adopter une politique RSE, d'être socialement responsable, d'être à la hauteur des enjeux, fuite des cerveaux, lutter, etc., 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 on s'aperçoit que quand on met à disposition des outils de formation qui sont aux standards internationaux, quand on essaie effectivement d'avoir des outils d'accompagnement plus appropriés à la dimension locale, entre les guillemets, on s'aperçoit que ces jeunes-là, l'opportunité qu'ils y voient, c'est pas du tout de contribuer, sauf pour une minorité d'entre eux, au développement de leur pays ou de la région, c'est de saisir une opportunité pour aller ailleurs. Et donc il y a bien un problème de sens, il y a bien un problème de repère, parce que le fameux ailleurs, il n'est pas plus porteur de réussite ou de bien-être que s'ils restaient chez eux. C'est d'une autre nature. Et la situation dans laquelle on est, et qui nous contraint, il y a 5 éléments. Il y en a 2 là et 3 dans le suivant. Je vous invite aussi à lire un bouquin qui est passionnant. Enfin, il est un peu, lui, il est un peu dur à lire, quoi. Il faut au moins être en vacances. C'est de Daniel Cefaï. Son titre, c'est « Pourquoi nous mobilisons-nous » Pourquoi nous mobilisons-nous? Et le sous-titre, c'est « Les théories de l'action collective à la découverte ». Et donc, il passe en revue l'état des travaux depuis à peu près un siècle jusqu'à maintenant sur ces théories-là et sur les hypothèses. Donc, il parle des Black Panthers comme mouvement féministe, mouvement hippies, il parle des grèves comme des crises sur les marchés financiers, etc. Et il montre bien qu'on est dans un monde qui fétichise le calcul économique, la montée en puissance d'une économie du calcul et de l'évaluation. Alors il se trouve que moi j'ai fait ma thèse sur la problématique des innovations dans le secteur biologique et médical avec les esprits civils de Lyon. Ça remonte à quelques temps, mais donc je connais un peu le milieu. Et puis j'ai des accointances familiales dans le milieu aussi, donc je suis baigné là-dedans. À un moment donné où nous ne sommes plus capables de remettre en perspective la vision qui nous anime et les principes de notre organisation, on se soumet au principe de l'évaluation quantitative. C'est ce qu'on appelle aussi l'évaluation des politiques publiques. Quand j'étais au ministère des Finances, on n'a pas arrêté de nous en faire, mais l'évaluation des politiques publiques, c'était le budget, les sommes allouées, le nombre d'emplois créés. Je travaille sur la création d'entreprises. L'effet structurant de cet emploi créé sur les espaces économiques n'était pas pris en compte, trop compliqué, ce qui est vrai. Les effets sur la culture de ces créations d'emplois et du maintien d'une activité économique n'étaient pas pris en compte. Trop compliqué, les indicateurs à capter, et ce qui est vrai. Mais à force de déserter, je veux dire, on n'est plus capable d'évaluer les impacts des outils et du pourquoi ils ont été construits. Et surtout, on entérine, si on ne remet pas en cause ce calcul économique, enfin plus exactement sa domination et son exclusivité, eh bien à ce moment-là, je veux dire, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, tous les systèmes d'incitation sur les marchés financiers passent au court terme, mais par un double mouvement. On critique toujours les marchés financiers et les golden boys, alors on peut taper dessus, ça me va très bien, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas se tromper de cible non plus. Ces Golden Boys font de la performance, et les deux Kerviel font de la performance financière à court terme, parce qu'en gestion des ressources humaines, l'évaluation de leur performance et les incitations sont à court terme.
À partir du moment où vous évaluez des gens à court terme avec des indicateurs quantitatifs immédiats, il ne faut pas s'étonner que les gens vous produisent ce pourquoi on les évalue. Mais de l'autre côté, on est dans une société dans laquelle le court-termisme de la recherche et développement, de la diffusion des connaissances, objectivement accélère cette dimension court terme. La moindre innovation diffusée aujourd'hui est connue à l'autre bout de la planète demain. Regardez les faits divers. Les meurtres, les assassinats, les viols, etc. Ça a toujours existé. Alors je ne dis pas que je m'en contente, hein. Pas d'ambiguïté. Mais il se passe un exemple dans les écoles de commerce. Nancy, week-end d'intégration. C'est-à-dire les étudiants se réunissent entre eux et font la bringue. Autrement dit, ils se foutent de la gueule. Bon. Viol. Scandale, Pécresse intervient, machin. La nana, elle était tellement beurrée qu'elle était allée soulager ses besoins à la nature et elle est restée là-dedans jusqu'à être retrouvée. Ça fait un buzz incroyable. Nancy, l'école, en a pris plein la figure, alors que ce n'était pas le cas. Vous allez me dire, il y a des fois où on n'en parle pas. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, nos systèmes de communication, notre capacité à traiter l'information, nous poussent sur un court terme de plus en plus important. Nous-mêmes, dans nos réactions, regardez, dans le boulot, le traitement de l'information, la réactivité qu'il faut avoir, les solutions qu'il faut trouver, la diffusion des connaissances. Regardez la course que se font les équipes de recherche, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine de la physique. Donc tout ce phénomène-là accélère ce court-termisme. Et le court-termisme de nos économies, l'économie réelle, accélère le court-termisme financier, qui lui-même accélère le court-termisme réel, puisqu'effectivement, si je peux gagner plus rapidement de l'argent avec vous, mon incitation à court terme va aussi être renforcée à ce niveau-là. Et ça, à un moment donné, ça nous mène dans le mur, parce qu'on est aussi confronté à cet enjeu du capital connaissance. Donc ça, c'est Olivier Weinstein, je vous recommande la lecture aussi, qui s'appelle Pouvoir, Finance et Connaissance. Et que la connaissance devient un enjeu. Un enjeu qui est extrêmement, alors je dirais pas virtuel, mais qui se renouvelle extrêmement vite, qui est difficilement appropriable, qui est difficilement accumulable sans être partagé. Donc il faut inventer ces nouvelles formes de coopération, il faut inventer de nouvelles formes de développement et d'essor. Donc nous sommes confrontés à un double enjeu, et c'est mon dernier slide, je crois, et que je vais essayer de donner des réponses. C'est comment favoriser le passage du secteur informel à une logique institutionnelle telle que je l'ai définie. Bien, il y a en Kabylie, je crois qu'il y a quelqu'un d'origine Kabylie, les bijoutiers, alors la prononciation d'Atieni, où effectivement, on a des acteurs qui, à un moment donné, pour développer leur territoire, pour développer leur culture, pour simplement rester au pays, ont réavivé des traditions artisanales. Ces traditions artisanales ne peuvent se développer et survivre et être pérennes que si elles s'inscrivent dans les échanges internationaux. Alors je ne dis pas tout de suite qu'ils vont exporter internationalement, mais de fait, pour financer, de fait, pour accéder aux ressources, aux matières premières comme l'argent, comme les pierres qu'ils utilisent, il faut qu'ils s'insèrent dans ces échanges. Soit ils s'insèreront dans ces échanges de manière dominée par une chaîne, des filières industrielles et commerciales, soit ils vont être capables de définir les règles de leur action et de leur coordination pour imposer leur propre crédit, au sens où je l'ai défini. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est, et là c'est un appel, c'est quels sont les métiers de base qui sont nécessaires aujourd'hui pour le développement de ces pays émergents, dans les secteurs clés. Quels sont les secteurs clés ? Est-ce que ce sont les acteurs politiques qui, d'en haut, vont définir qu'il faut faire Tanger Med 2, les autoroutes de la mer, et j'ai rien contre tout ça, c'est très bien, ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas la nécessité d'affirmer sur Tanger Med 2 au Maroc la définition d'affirmer le besoin d'une explicitation des règles de développement de ce territoire. Qu'est-ce que doit être un territoire qui supporte une activité portuaire ? Quels sont les métiers dont on a besoin dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années ? Quels sont les instituts de formation qui sont capables de former en 2, 3, 4 ans sur ces métiers de base ? Il ne s'agit pas de répondre aux besoins des entreprises qui, comme vous et moi, sont incapables au-delà d'1 an de savoir quels sont leurs besoins. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est y compris le MEDEF et c'est évident. Ce qu'il faut, c'est développer des capacités d'apprendre. Mais une fois qu'on a dit ça, des capacités d'apprendre, ça ne peut s'appuyer que sur des capacités, que sur un substrat social, culturel, mais aussi économique. Et il se trouve donc que la Banque européenne d'investissement, dans le cadre du CMIV, du CIMM, je ne sais jamais où non, c'est Centre d'intégration de la ville de Marseille, développe une étude pour identifier ces métiers de base. Mais là encore, on a besoin de relais, on a besoin d'acteurs pertinents pour ne pas rejouer l'histoire post-colonialiste du petit blanc qui vient encore de raconter aux autres
Ce qu'ils doivent faire, bien faire, en général c'est toujours bien faire, même si après on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Et le troisième projet qu'on a développé, qui est pédagogique et opérationnel, c'est avec le groupe AG2R La Mondiale, où ils vont mettre à notre disposition entre 10 000 et 50 000 euros par an pour financer des projets identifiés par les étudiants, des projets structurants. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était sous le règne de la création de valeur actionnariale, qui théoriquement est destinée à atteindre le bien-être collectif. Quand vous regardez les bouquins des fondateurs, c'est ça. Moi, la seule question, c'est que je ne sais pas gérer ça, je ne suis pas à l'aise. Par contre, il m'intéresse de savoir qu'est-ce que c'est que le bien-être collectif. Et que si on faisait une interro écrite rapide, vous avez 1 heure pour me définir qu'est-ce que c'est que le bien-être collectif, je vous garantis qu'on transpirerait, parce que c'est extrêmement complexe. Donc, plutôt que d'aller voir un bien-être collectif hypothétique et purement construit, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les populations sur la définition de leur bien-être collectif opérationnel et quotidien. Financer une école pour leurs gamins, financer un dispensaire, financer une coopérative artisanale pour permettre de dégager un revenu à la population, pour lui permettre d'accéder à je ne sais pas quoi. De définir ces objectifs-là avec eux et de dégager les projets entrepreneuriaux comme créateurs de revenus pour atteindre ce bien-être collectif-là construit par les acteurs. Et à l'heure actuelle, avec une équipe d'une 15aine d'étudiants, on travaille avec 2 ONG, l'ESIA et une ONG, le GRS, qui travaillent sur quels sont les projets structurants pour des populations, comment on peut construire avec eux l'explicitation de ce bien-être collectif, comment sur ce bien-être collectif on peut avoir des indicateurs simples sur lesquels on rattachera le projet entrepreneurial, et là, créer de la valeur, ça ne me gêne plus. Puisque je crée de la valeur, parce qu'il faut que je sois pérenne, parce que si je monte mon activité et que le lendemain elle est morte, ça ne sert strictement à rien et à personne, mais je donne un but social aux revenus que je dégage, plutôt que de laisser ça dans les mains d'acteurs qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire des fois un peu paumés par ce qui se passe. Je vous remercie.